Bonjour, une semaine s'achève, semaine riche en activités mais aussi en informations. On n'a qu'à voir l'actualité au Cameroun, des informations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. Peter Mafani Musonge démissionne de son poste de sénateur 3 mois après sa nomination à la tête de la CNPBM, Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le sénateur du Sud-Ouest a rendu ses attributs pour, dit-il, se consacrer exclusivement à ses nouvelles fonctions. Toujours cette semaine, un communiqué de presse du procureur général près la cour de la paix du centre penche vers une probable noyade et donc s'oriente éventuellement du côté du suicide. Une sortie qui nourrit déjà des controverses et j'imagine tel sera le cas sur ce plateau ce matin. Forces armées camerounaises, la redistribution des cartes fait des repromus et mécontents. La promotion de 11 colonels au grade de général de brigade suscite des controverses au sein de l'opinion nationale. Et dans le même temps, 6 généraux de division sont rétrogradés en deuxième section. Également du sport dans cette édition, crise à la FECAFOOT, la FIFA pour la conciliation. Des réformistes opposés à l'exécutif de la fédération n'accordent pas leur violon pour leur participation à la réunion de réconciliation convoquée le 12 juillet prochain à Conakry par la FIFA. 2 de ces protagonistes exigent l'ordre du jour de cette rencontre avant de s'y rendre. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui est de la titraille. Installez-vous confortablement. Le débat, c'est dans un instant. Retour dans sur ce plateau et d'entrée de jeu, je vais accueillir le seul invité déjà présent sur ce plateau, les autres étant encore sûrement en chemin. Lui, c'est un jeune, le président de la fondation J'aime le Cameroun. Il est connu pour ses interventions non diluées sur les plateaux de télévision. Bonjour César Honoré. Bonjour Serge, bonjour à tous les téléspectateurs des DBS qui nous suivent en ce moment et bonjour à toute la jeunesse camerounaise. Alors, en attendant donc les autres invités, je vais vous prendre comme ça à froid. Le premier sujet qu'on doit aborder ce matin, c'est la démission de Peter Mafani Musonge de son poste de sénateur. Comment comprendre cette démission? Oui, et la démission de M. Peter Mafani Musonge, pour moi, ne me surprend nulle part, sauf que il faut pouvoir souligner ici que c'est un début continu, parce que bien avant lui, on a eu certains dont on n'a pas fait large écho. Je pense que plus que jamais, au rythme du monde, il est important que les uns et les autres apprennent à respecter nos lois. Je pense qu'il est dans un processus de pouvoir respecter la Constitution et les règles qui vont avec. Donc, il ne peut pas cumuler entre sénateur et président du comité dont le chef d'État lui a donné la charge de pouvoir conduire. Donc il était important pour lui de faire un choix. Et je pense que pour moi, ça ne me surprend pas. Il faudrait tout simplement que la mayonnaise prenne et que les autres suivent le rythme. Ça ne vous surprend donc pas, Oscar Honoré? César Honoré. César Honoré, autant pour moi. Est-ce une décision à saluer? Oui, elle est à saluer, elle est encouragée. Elle est encouragée. De plus en plus, nous avons un peu, dans notre administration, un problème de cumulard. C'est comme si nous n'avions pas d'autres citoyens qui peuvent assumer certaines responsabilités. Et je pense que M. Peter Mafani Musonge, de son statut de haut fonctionnaire de notre administration, il a occupé plusieurs postes, ancien Premier ministre, chancelier des ordres nationaux. Je pense qu'il était important qu'il puisse donner le ton et je pense que c'est la bienvenue. Il faudrait tout simplement que la Constitution puisse se prévaloir et puisse avoir le dessus sur tout ce qui doit pouvoir diriger notre administration. Ce n'est que comme cela qu'on peut pouvoir ramener cet équilibre dont souhaite la majorité de nos concitoyens. Quand vous écoutez les commentaires dans les rues, quand vous essayez de prendre les avis des uns et des autres, quelquefois ils se disent c'est comme si d'autres sont nés pour accompagner les autres. Donc je pense que
Monsieur Peter Mafani laisse une place pour un autre citoyen qui peut bien pouvoir jouer ce rôle-là. Alors César Honoré, je vous suggère cet élément d'Hervé Mokori, rédacteur en chef de JBS, qui a fait sa part de lecture sur cette démission. Depuis sa nomination à la tête de la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la décision du Haut Commis de l'État était très attendue. Ces choses faites, Peter Mafani Musonge a décidé de se consacrer à la mission qui lui a été assignée par le président de la République pour promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme. L'ex-premier ministre sénateur depuis 2013 a déposé sa démission à l'ouverture d'une séance plénière de la Chambre haute. Peter Mafani Musonge abandonne ainsi parallèlement sa fonction de président du groupe parlementaire du RDPC. Si cette démission apparaît comme un événement parce que peu habituel dans la classe dirigeante où le cumul des postes de responsabilité est un exercice favori, la démission de l'ex-premier ministre est tout simplement conforme à la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment la loi du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat, laquelle loi dispose dans son article 22 que l'exercice du mandat du sénateur est incompatible avec les fonctions de membre du gouvernement et assimilé de toute fonction publique non élective ainsi que de président de la chambre consulaire. De même, le statut de sénateur et l'exercice de mandat qui s'y attachent sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil d'administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic. Au regard de tout ce qui précède, pas étonnant donc que Peter Mafani Musonge ait déposé sa démission au Sénat. C'était donc là la lecture d'Hervé Mokori qui rejoint certainement votre position de tout à l'heure. Alors je reviens vers vous, César Honoré. Est-ce que le chef de l'État, en nommant Peter Mafani Musonge, président de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, n'a pas vu en amont qu'il y aura incompatibilité? Il a fait un choix et je pense que quand on est chef d'État, on n'est pas... on est dans cette position d'un leader qui a besoin d'être bien entouré, d'abord par ses conseillers, qui doivent vraiment jouer pleinement leur rôle. Et je pense que c'est le moment ici d'interpeller un peu le chef de l'État pour qu'il mette cette commission sur pied qui peut pouvoir être chargé de pouvoir réguler et mettre en application le respect de notre constitution. Lorsqu'il nomme M. Peter Mafani Musonge, je pense qu'il est conscient qu'il est d'abord président du groupe parlementaire du Sénat, il est chancelier des ordres nationaux, il a beaucoup de fonctions dont il est occupé au sein de l'administration. Et je pense que pour la clarté, pour la transparence et pour la bonne marche de notre administration, l'exemple devrait venir de ces hauts fonctionnaires qui parfois se retrouvent en train de cumuler qui ministre, qui PCA, qui directeur, qui chef même d'entreprise à certains endroits avec des prête-noms. Donc il faudrait... Moi, ça ne me surprend pas. Et je pense que l'équilibre voudrait qu'on puisse donner la chance à d'autres. Il n'est plus le président du groupe parlementaire. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent jouer ce rôle-là. Et je pense qu'il a beaucoup plus pris en compte cette lourde mission qui vient de la crise de notre zone que certains appelleront la zone anglophone. Il a une lourde responsabilité de par son expérience, de par le passé dont il a vécu et de par les problèmes non dits. Parce que tout n'est pas dit au niveau des médias. Il y a un véritable malaise. Et ce malaise qui se retrouve dans toutes les autres régions, comme que ce soit c'est du centre, que c'est du sud, c'est de l'est, c'est de l'extrême nord. Donc, il faudrait tout simplement dire qu'il est originaire de cette région-là qui a donné le ton pour certaines revendications qui sont encore dormantes. Donc, peut-être, oui, le bilinguisme, c'est la face qu'on voudrait tout au moins se laver ici et l'intégration, le multiculturalisme. Et il faut comprendre qu'en amont, il y a un travail
d'Hercule qui doit se passer. Et je pense qu'il est la bonne personne indiquée pour pouvoir conduire à bon port cette mission-là. Bien, je vais vous relancer tout à l'heure, César Honoré. Beaucoup pensent que la démission de Peter Mafani Musonge respecte l'article 22 du règlement intérieur de la Chambre haute qui prévoit en son alinéa 2 que l'exercice du mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de membre du gouvernement et assimilé de membre du Conseil constitutionnel, et la liste est bien longue. Est-ce que cette démission doit se présenter comme un modèle à suivre? Cette démission est plus qu'un modèle à suivre. C'est un ton qui est donné au niveau de l'administration. Je ne voudrais pas entrer dans des polémiques ou dans les analyses constitutionnelles, parce que s'il faut aller là, nous avons beaucoup de règles qui ne sont pas respectées dans notre administration. Et ceci donne l'opportunité, quelquefois, de donner des débats qui ne polissent pas toujours l'image du Cameroun. Et vous m'avez tout à l'heure présenté comme étant membre d'une fondation qui s'appelle J'aime le Cameroun. Tout à fait. Et dans cette logique, nous voulons prôner ici l'amour de la patrie, l'appartenance à notre nation. Il est important aujourd'hui, ça c'est un constat que nous avons fait, nous avons des journalistes économiques, des journalistes politiques, des journalistes sportifs, des journalistes culturels. Nous voulons aussi fabriquer cette race de journalistes qui peuvent pouvoir faire la promotion de l'image du Cameroun. Raison pour laquelle cette fondation a vu le jour au cadre d'une association qui est en train de connaître une adhésion assez massive. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas croiser les bras, nous voulons mener un certain nombre d'actions pour pouvoir faire comprendre que tout n'est pas mauvais au Cameroun. Peter Mafani aujourd'hui donne le ton. Il faudrait que cela suive, il ne faudrait pas qu'il soit le seul, il faudrait que ce soit respecté, et c'est pour ça que tout à l'heure je revendiquais un comité qui peut pouvoir mettre en musique, c'est en conformité avec les décisions et les compatibilités des postes des uns et des autres, pour ne pas créer des frustrations, parce que quand on est dans une société comme la nôtre, nous sommes un État, certains diront un jeune État, mais il y a une certaine fragilité dans les mœurs, il y a une certaine fragilité dans l'intégration, il y a une certaine fragilité dans l'appréhension. Il y a de cela quelques années, il était difficile qu'un gars du centre épouse un gars venant d'une autre région, une femme venant d'une autre région. C'était quelque chose de très rare. Ça veut dire dans nos villages, quand on voyait une autre tribu, c'était admirable. Mais aujourd'hui, regardez notre génération. On n'a même pas 50% qui épousent les filles de la même contrée. Donc ça part de là. C'est-à-dire, quand tu embrasses ce côté-là, vous voyez que ça a des implications culturelles, linguistiques, sociaux, et beaucoup plus. Donc cette commission, je pense qu'elle est même le socle. Elle est même le socle de la redynamisation ou de redorer l'image du Cameroun. Elle a un grand travail. Peut-être certains ne voient pas encore, mais je mesure un peu l'ampleur qu'a abattre cette commission-là. Il suffit tout simplement si le ton qui a été donné par notre ex-premier ministre, M. Peter Mafani Musonge, avec la rectitude dont on le connaît, avec l'engagement dont on le connaît, et qu'il soit bien entouré et que l'oreille du chef d'État soit un peu beaucoup plus tendue comme celle qu'avait eu à l'époque Amadou Ahidjo. Parce que Amadou Ahidjo, même ma grand-mère était son agent de renseignement. Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'information est phagocytée, l'information est guidée, on donne l'information qu'on veut au chef d'État. Et c'est ce qui crée la grogne. Et je pense qu'aujourd'hui, Peter Mafani Musonge est un bon exemple qui devrait tout simplement inspirer notre administration et que cela suive. Bien, le ton est donc donné par Peter Mafani Musonge, qui est de la région du Sud-Ouest, vous l'avez dit, et c'est plus qu'un modèle à suivre. Il y a quand même lieu de s'interroger, alors que le mandat des sénateurs et députés se termine l'année prochaine, César, la question du remplacement du sénateur de la région du Sud-Ouest se pose. Une complexité relevée tout de même par la nature du mandat de sénateur nommé. Dans ce cas, que prévoit la loi? Je vous ai dit tout à l'heure d'entrée, je ne suis pas un constitutionnaliste. Oui. J'en ai les effets de la société et notre État est régi par les règles. Je suis très mal positionné pour pouvoir apporter une réponse assez édifiante à ce niveau. Peut-être nous aurons un juriste tout à l'heure sur le plateau, Maître Achou, qui est encore sur le film. Je reste dans l'ambiance socio-culturelle dans laquelle je vis tous les jours. Et
il est important pour moi, l'analyse que j'apporte sur votre plateau est l'analyse de quelqu'un qui vit dans une société et dont on trouve qu'il a mot à dire. Et c'est cette position dont je réponds en présent à votre invitation pour vous dire voilà ce que je pense et voilà ce que certains dans notre société pensent. Et maintenant qu'on prenne ces avis en compte pour pouvoir apporter un remède à ce dont nous vivons. Parce qu'on irait un peu plus loin peut-être dans le débat, que ce soit sur la forme et sur le fond. La forme et le fond appartiennent aux spécialistes, ceux-là qui sont chargés, qui maîtrisent bien les textes, qui maîtrisent bien l'administration et qui maîtrisent l'ordre constitutionnel. Comment est-ce que les choses devraient se passer? Qui ne doit pas cumuler? Où est-ce qu'on devrait cumuler? Où est-ce qu'on ne devrait pas avoir de cumul? Quel est le rôle que chaque acteur devrait jouer dans notre société? C'est ce qui est important de comprendre. Et c'est dans cet angle que je voudrais apporter mon avis en tant qu'observateur de la société civile, en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur social, en tant qu'animateur social. Alors, Monsieur César Honoré, je voudrais vous suggérer une courte respiration avec cette transition et on aborde le deuxième sujet de ce numéro des Rétromarques. Alors, décès de Monseigneur Bala, la justice contrarie l'Église catholique. Enquête sur la mort justement de ce prélat. Le communiqué rendu public mardi 4 juillet dernier par le procureur près la cour d'appel du centre, Jean-Félix Ntamak, remet sur la table le débat. Alors qu'initialement, Monseigneur Samuel Cléda, président en exercice de la CIRAC et président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, signant la déclaration des évêques, avait annoncé que l'évêque avait été assassiné. Il se pose bien d'autres questions aujourd'hui. Et il avait dit brutalement, et je pèse mes mots, le communiqué penche maintenant vers une probable noyade qui s'oriente vers un éventuel suicide. De quel côté doit pencher la balance? Je pense que c'est un problème assez grave et délicat. C'est un problème assez grave et délicat dans la mesure où nous avons eu la déclaration du clergé qui n'était pas une déclaration scientifique. Elle était une déclaration d'une corporation qui a bien voulu donner ses impressions. Et ils ont essayé de relater un certain nombre de faits, que ce soit les assassinats des sœurs du père Angèle Benvin, je pense, avec un certain nombre de membres du clergé qui avaient subi d'une façon ou d'une autre cet assassinat. Donc quand ils ont évoqué toute cette liste, le problème, à ma qualité d'observateur, relevé d'un profond malaise dans notre société et beaucoup plus pour cette corporation dont souffre l'Église catholique aujourd'hui, dont évidemment je suis membre. Je voudrais ici dire qu'à l'analyse du clergé, je me suis senti un peu perturbé par, si cela était vrai, qu'effectivement Monseigneur avait été assassiné. Perturbé par ces déclarations, vous dites? Oui, j'ai été perturbé par ces déclarations parce que ça relevait ici, parce que si déjà des éminences comme celle-là sont atteintes de façon froide et de façon je vais dire quoi, c'est-à-dire je vais illustrer ça à un film assassiné comme si on était un film Hollywood, c'est-à-dire avec toute la manière, je suis dans l'eau, avec tout ce qui va avec. À la première impression de l'annonce du décès de Monseigneur Bala, je pense que la majorité a bien pensé à un suicide. Et ceux qui le connaissent bien essayaient tant bien que mal de balayer ce revers de la main, cette opinion de revers de la main. Mais au vu des déclarations du clergé et au vu des déclarations du procureur Ntamak, je pense qu'il faut faire très attention. J'ai suivi des spécialistes revenir sur le communiqué et essayer de faire un rapprochement des deux avis. Le communiqué dit, une chose est sûre,
c'est que Monseigneur Mbala est décédé suite de noyade. Ça, c'est toute évidence. C'est-à-dire, personne ne peut le nier. Maintenant, ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est que le communiqué du procureur ne dédouane pas l'option d'assassinat. Tout à fait. C'est-à-dire, l'enquête continue. Et j'ai suivi un médecin légiste expliquer qu'il y a 2 types de noyades. Il y a lesquels? La vraie noyade et la fausse noyade. Et ce médecin expliquait que la vraie noyade, elle est celle dont on ingurgite des litres d'eau. On se retrouve avec un ventre ballonné et au sorti, on a de l'eau qui peut sortir tant sur dans les narines, les oreilles, oui, un peu de partout, tous les voies respiratoires dont on peut imaginer. Et la fausse noyade, elle est celle-là dont on peut être soit, c'est-à-dire il expliquait même, soit on peut subir une interruption subite, oui, de l'arrêt cardiaque, ou alors on peut subir un choc, c'est-à-dire on n'a pas eu le temps d'ingurgiter ces litres d'eau et la mort survient. Et je prends par exemple quelqu'un qui tombe par exemple dans une piscine avec peut-être de soit dans l'eau, de la tête, peut-être qu'on peut avoir soit je sais pas comment on appelle cette veine-là, soit le trombone qui peut subir, ou alors un arrêt cardiaque qui peut survenir. Et il expliquait également que dans cette faute noyade, on peut avoir quelqu'un qui a été assassiné en dehors et qu'on a plongé dans l'eau, qui reste toujours une noyade. Ça veut dire que certainement, mais on constate qu'effectivement il y a une noyade, mais c'est ce qu'ils appellent fausse noyade. Ça veut dire que la personne aurait pu être décédée ailleurs et aurait été trempée dans de l'eau. Donc, je voudrais qu'on apporte un peu ces éclaircies au niveau de l'opinion pour pouvoir dire que le procureur n'est pas en déphasage avec le communiqué du clergé. Le procureur était dans son rôle de pouvoir libérer le corps. Mais ça a quand même fait des vapeurs. Hein? C'est tout à fait normal. Nous sommes dans une société où chacun a son avis. Oui. Mais le procureur, je ne pense pas qu'il ne va pas jouer, il va arrêter de jouer son rôle pour faire plaisir au clergé ou alors à ceux qui voudraient comprendre une autre opinion qui est contraire. On a des cartes de téléphone, on a des appels, on a des empreintes, on a un certain nombre de choses dont les enquêteurs ont relevé. Donc, l'enquête est en train de suivre son cours. Je ne pense pas qu'il est judicieux de pouvoir plonger dans des analyses qui, ma foi, ne font que ternir l'image du Cameroun. Ça ne nous avantage pas. Et moi, quand je me trouve dans des positions pareilles, je suis embêté. Dans le cas d'espèce, il s'agit donc d'une fausse noyade, vous êtes en train de le dire. Nous sommes au milieu entre une vraie noyade et une fausse noyade. Ça, c'est la science qui le dit. La science, le communiqué du clergé dit clairement qu'effectivement, Monseigneur Mbala est décédé suite de noyade. Maintenant, on ne spécifie pas est-ce une vraie noyade, est-ce une faute noyade. Ce n'est que la suite des enquêtes avec les téléphones, les appels, les empreintes qui pourront apporter une suite au communiqué dont il nous a servi mardi. Je pense, ça c'est mon avis, et je pense que nous devons respecter cet avis-là. Parce que la science est une autre chose, l'opinion publique en est une autre. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à une autre suite. Alors, quand on voit le communiqué le dit pas qu'on peut s'attendre à une autre suite. Il y a une autre suite. Réalisez très bien le communiqué. Il y aura une autre suite. Pourquoi sommes-nous pressés de pouvoir faire des déclarations? Justement, je suis en train de vous rejoindre dans votre position. Le communiqué parle bien d'une probable noyade. Oui, une probabilité. C'est une probabilité. Et on dit les enquêtes suivent leur cours. Tout n'est pas... Justement. Alors, au-delà de la tragédie César Honoré, ne faut-il pas saluer l'effort des autorités qui, pour la première fois, à ma connaissance, donnent des informations sur les autopsies pratiquées sur le corps du défunt par les médecins légistes? L'administration n'a pas de choix, Serge. Oui. L'administration n'a pas le choix. Nous sommes dans un monde numérique. Aujourd'hui, si tu ne t'informes pas, c'est l'information qui va venir te trouver. Oui. C'est irréversible. Et j'en reviens un peu à l'interpellation du chef de l'État lorsqu'il parlait de la génération Android.
Et beaucoup ont voulu prendre cette interpellation d'un angle un peu négatif. Je ne suis pas d'avis. Le numérique est comme ce couteau dont vous pouvez vous en servir pour faire de la cuisine, pour éplucher votre orange, pour pouvoir... Et d'un autre côté, vous pouvez vous en servir pour pouvoir commettre un meurtre. Ouais. C'est ça le numérique aujourd'hui. À l'allure où le monde est en train d'aller, l'information est devenue une arme. Soit on l'utilise de la bonne manière, soit on l'utilise à l'inverse. Le procureur a communiqué. On va saluer cela. C'est une grande première. Mais restons objectifs pour que la suite puisse suivre. Et ils ont donné des raisons qui leur ont permis de pouvoir donner ce communiqué. C'était pour libérer le corps. Il s'agit quand même d'une éminence qui est dans cette posture-là, qui est décédée, et de sa famille et les proches qui veulent vraiment qu'on en finisse au moins avec cette partie des obstacles, oui, et passer maintenant à autre chose. Bon, autre chose ne voudrait pas dire qu'on va tourner la page, que les enquêtes, et s'il y a des coupables, qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient présentés devant la justice. Justement, les enquêtes sont justement en train de suivre leur cours, et nous dit-on, le corps a été remis à la famille des évêques. Oui, c'est ce que le corps a été remis à la famille des évêques, c'est ce que le communiqué nous dit, ou alors le corps est à la disposition des évêques. Il est donc déjà à la disposition des évêques, oui, pour inhumation, nous dit-on. Oui. Et si ce corps est inhumé finalement, les autopsies vont encore se pratiquer sur quel corps? Non, comprenez bien le communiqué. Oui. On avait besoin du corps pour faire tous les prélèvements possibles, toutes les enquêtes possibles. Justement. On a fini avec... Donc le corps n'est plus utile à ce stade pour les enquêtes. Je pose cette question parce qu'on a eu des expertises et des contre-expertises. Oui. J'espère que là nous sommes d'accord. Il y a eu des médecins légistes camerounais qui ont fait leur autopsie. On a sollicité une expertise extérieure pour, je ne sais pas, pour venir faire une contre. Là, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais toujours est-il que je pense qu'ils sont allés un peu, l'État est allé dans une logique de pouvoir avoir une expertise locale et pouvoir avoir une expertise extérieure pour pouvoir essayer de ramener, faire la comparaison et pouvoir tirer des conclusions. Ça, c'est un peu mon analyse. Ce n'était pas parce que l'expertise extérieure n'est pas venue parce que celle locale était incompétente. Loin de ça, parce que j'ai suivi des réactions de part et d'autre tendant à faire croire que soit l'expertise locale avait déclaré autre chose et on a fait venir l'expertise extérieure pour venir dire ce qu'on voulait faire comprendre et ingurgiter. Non, il faut parfois qu'on arrive à être un peu rationnel au niveau du raisonnement. Je pense que dans toute enquête qui se veut assez objective, assez professionnelle, il est toujours important d'avoir une expertise et une contre-expertise. Donc en local, nous avons eu des médecins qui ont fait une expertise et je pense que l'État a voulu avoir un avis, pas contraire, mais un avis étranger qui a été choisi par ce cabinet allemand pour pouvoir apporter leur expertise. Et il était donc normal qu'on puisse libérer le corps pour qu'on puisse faire des obsèques et que l'enquête continue son cours. Donc, à ce stade, on n'a plus besoin, effectivement, du corps. Justement, je posais cette question en profane, et c'est la question qui se pose au quartier. Beaucoup se demandent, on a déjà remis le corps pour l'inhumation, on va encore faire les autopsies sur quel corps? Ça, c'était la question qui se pose partout au quartier. Alors, les résultats des premières autopsies, pourquoi ils n'ont pas été... Oui, mais il faut comprendre, Serge, oui, la presse a un grand rôle à jouer dans notre environnement médiatique. Et c'est justement ce rôle que nous sommes en train de jouer ce matin. Et quelquefois, nous avons l'impression qu'une certaine presse veut toujours prendre la tendance négative qui tend à pouvoir soulever l'opinion ou amêter l'opinion. Non, ça ne nous avantage pas, ça ne sert à rien. Je veux bien comprendre qu'on a le souci de la vérité, le souci de la transparence, vu que notre administration, au niveau des lenteurs administratives, ne donne pas satisfaction sur cet angle-là. C'est-à-dire qu'elle a été reconnue par l'acteur en chef, qui est le président de la République. Oui. Il est important qu'on puisse faire un effort de communication. Notre administration ne communique pas assez. Et c'est à notre défaveur, ça salit, ça ternit l'image du Cameroun. Et je pense que résolument, ils sont dans une voie de pouvoir changer les choses. Parce que sinon, ils seraient surpris. Parce que quand on voit ce qui se passe avec le niveau, le degré de communication que connaît notre environnement
sociologique aujourd'hui, on a à pouvoir se réajuster le plus rapidement possible. Donc quand j'ai parlé du rôle de la presse, il est important aussi de pouvoir aller dans les détails. Les détails, parce que l'homme de la rue, quand tu suis, bon, on a de l'enquête, on a dit une probable noyade. Lui, il comprend que non, on dit qu'il ne s'est même pas noyé. Oui. Ou alors il s'est noyé. Ça, c'est comme ça que l'homme de la rue comprend. Pourtant, il faut bien aller en détail, il faut pouvoir l'expliquer. Qu'effectivement, le communiqué du procureur ne vient pas dire que l'évêque s'est noyé ou bien ne s'est pas noyé. Le communiqué de l'évêque vient dire, du procureur vient dire que à ce stade, nous avons pris l'expertise interne et externe. Et nous avons palpé tous les éléments qui nous permettent que même si on a besoin des preuves de quoi que ce soit dans 1000 ans, nous les aurons, nous les avons. Maintenant, on n'a plus besoin du corps. L'heure est venue d'arrêter, de continuer à faire souffrir la famille à cette posture-là. Donc, on peut libérer ce corps-là. C'est ce que vient dire, c'est-à-dire, doit venir amplifier l'opinion pour pouvoir éclaircir les uns et les autres par rapport à un communiqué du procureur qui tente à être tiré dans tous les angles. Deuxièmement, dans la phase même, dans la phase pour pouvoir inhumer Monseigneur, oui. Je pense qu'il reste maintenant au clergé de pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir permettre à ce grand homme d'aller se reposer. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a eu beaucoup, avant lui, une semaine ou 2 semaines après, l'assassinat, la mort subite de un des prêtres enfermé dans sa chambre. Ça prête à beaucoup d'interprétations. Alors, César Honoré, quand on sait que Monseigneur Cléda a réfuté le rapport du procureur près la cour d'appel du centre, faut-il s'attendre à un autre rebondissement? Je pense qu'il y a un rôle de communication dans cette affaire. Le clergé n'a pas la science infuse. Non plus le médecin, les médecins légistes qui sont, ils viennent donner leur avis de scientifique. C'est-à-dire, il faut qu'on prenne ça en compte. Ils viennent donner leur avis. Et leur avis, pour moi, doit être pris en compte. Maintenant, est-ce que le clergé est prêt à se réajuster? Je pense qu'il devrait, s'il y a réajustement, on devrait attendre la conclusion des enquêtes. Et ici, toute personne qui s'aventure à donner un avis par rapport à cet assassinat prend un gros risque. Soit de se tromper, soit d'être à côté de la touche. Vraiment, il ne faut pas prendre ce risque-là. Nous n'avons pas encore les conclusions de l'enquête. C'est ce que je peux dire vraiment en un mot. Soyons patients et prions tout simplement que l'État nous donne des conclusions de cette enquête qui est en train de suivre son cours. Les enquêtes suivent dans leur cours, César Honoré, et nous allons accueillir un autre invité sur ce plateau, M. Hubert Itundi Bialimi, qui est le directeur général de DBS Télévision, qui nous rejoint sur ce plateau. Vous êtes la bienvenue, monsieur le directeur. Bonjour à vous, Serge Didier-Nan. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour à César. Je crois que j'arrive pendant que vous êtes en train de parler d'un communiqué, d'un évêque et des choses assez compliquées. Justement, nous étions en train de nous poser la question. La sortie du prélat, Monseigneur Cléda, qui fait état de ce que l'évêque aurait été assassiné froidement, alors que le rapport du procureur près la cour d'appel du sang nous parle d'une noyade. Il faut peut-être restituer les faits. Un communiqué du procureur Ntamak, c'est un communiqué, c'est pas un rapport. C'est-à-dire, c'est le deuxième communiqué dans cette affaire. Le premier communiqué, c'est celui-là qui a fait état d'une mort suspecte. Et on est parti après l'expertise des Camerounais. Pourquoi cette expertise n'a pas été rendue publique jusqu'à ce jour? Parce qu'on est resté dans le cadre probablement des supputations, le corps n'avait pas d'eau, le corps avait été mutilé et du coup les légistes médecins camerounais qui avaient été commis, c'est des professeurs
professeur en la matière, on n'a pas eu le rapport. Bon, maintenant, le récent communiqué qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive durant toute la semaine, c'est qu'il y a 2 médecins légistes allemands d'Interpol qui ont été probablement commis par l'État du Cameroun pour donner leur expertise en la matière. Et ceux-là ont fait une constatation de ce qu'il y avait absence de mutilation sur le corps. Or, on est parti sur l'acteur. Les premiers médecins avaient parlé de mutilation. Et donc, pour les médecins légistes d'Interpol, conduits par cause qui est d'ailleurs, qui est médecin légaliste allemand qui est connu en la matière, qui a une bonne expertise, sauf que autre chose, c'est un peu dans cette affaire, ces 2 médecins n'ont pas un cabinet. Et ils ont été présentés comme agissant sous la bannière. Deuxième élément qui coince, dans leur rapport ou bien dans leur expertise, qu'on aurait souhaité avoir une confrontation avec l'expertise, parce que nous sommes quand même dans un terrain assez glissant. J'ai suivi César le dit que toute personne hasarderait une affirmation catégorique et péremptoire sur le fait, sur cette situation, va sur une pensée glissante. Je fais juste un petit constat, j'ai fait la remarque à M. Njoya Moussa, et je dois le citer ici, il est politologue, il écume les plateaux, il a dit sur Facebook, l'évêque là s'est suicidé, point barre. Alors j'ai voulu le remettre sur les rails, j'ai fait une journée et demie, c'est à la demi-journée qu'il a retiré toutes les publications. Et ça rejoint ce que Honoré disait tout à l'heure, il a retiré toutes les publications après s'être pourfendu en insultes, en injures, en matière, et je lui rappelais que, cher ami, quand je parle d'une chose, quand je parle d'autorité, je parle en maître. Je ne peux pas comprendre que M. Njoya Moussa, après le communiqué du procureur Ntamak, qui parle d'une probable noyade de la part de l'expertise des légistes allemands, que M. Njoya m'établisse de manière péremptoire que votre évêque là a été assassiné. En fait, votre évêque, il répondait à un chrétien. Parce que le plus souvent, les postures en cette matière doivent être raisonnables, doivent être mesurées, parce qu'on peut verser là dans un fanatisme, dans des choses qui n'ont pas de sens. Donc je reviens rapidement sur le communiqué pour dire qu'il n'y a pas de rapport. Le procureur n'a pas fait de rapport, c'est clair. Le procureur a fait un communiqué sur la base d'une expertise occidentale, je dois le dire ainsi, je l'assume, une expertise occidentale parallèlement ou contrairement à une expertise locale qui avait été donnée. Et cette expertise occidentale, j'ai des sérieux problèmes avec elle, surtout sur la base du communiqué du procureur Ntamak, sur le simple fait de la constatation de non-mutilation du corps. Les légistes allemands d'Interpol ont conclu à une probable noyade. Tout à fait. Vous savez, quand on parle de probable, on est quand même là dans le domaine où les mots ont leur sens. Les contextes ont leur sens. Quand vous parlez de probable, nous sommes dans le domaine de l'aléatoire. Nous sommes dans le domaine de la probabilité. Donc, en réalité, nous sommes dans le domaine, ces médecins allemands, je suis même désolé, je parle et je l'assume, je suis désolé, ils nous plongent dans une incertitude grave sur la base d'un communiqué du procureur. Si on s'entend que ce communiqué officiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se mettre à se poser des questions. Si on veut raisonner de manière objective, on va se dire probable noyade, donc incertitude, aléatoire, probabilité, c'est probable. Ou comme ça peut ne pas être probable, donc l'inverse. On se pose donc les deux premières questions. Est-ce que l'évêque a donc été s'est noyé volontairement ou involontairement? Parce que c'est une probable noyade. Et il faut qu'on mesure le contexte. Là, c'est des questionnements où chacun raisonnablement doit. Est-ce que l'évêque
s'est noyé volontairement ou il a été noyé. Parce que, à moins qu'on ne nous refuse de se poser objectivement ces questions. Deuxième question, la deuxième question qui est même une question... Et peut-être la dernière. Hein. La dernière, où si j'étais devant ces Allemands, j'allais leur poser cette question. Laquelle? C'est celle de se poser, de se demander. Donc, quand il n'y a pas de mutilation sur un corps, on peut conclure directement en fonction de la situation à une probable noyade. Moi, ça me cause un problème. Je ne sais pas si ça cause des problèmes aux autres, mais ça me cause logiquement, objectivement, si logiquement un problème. Parce que ce n'est pas les mutilations ne conditionnent pas une noyade. Ouais, si tu permets, monsieur Touli. Oui, monsieur Touli, permettez à César de réagir. Je vous ai suivi tout à l'heure, vous avez parlé des mutilations et autres. Je voudrais réitérer ici que oui, effectivement, la mutilation, elle a été des réseaux sociaux, elle a été des commérages, elle a été des commentaires, mais elle n'a pas été d'un rapport, d'un communiqué. Le premier communiqué que nous avons eu, c'est celui du clergé, des évêques, qui ont également parlé probablement d'un assassinat ou probablement d'une noyade. Je reviens sur le deuxième point que vous soulignez, qui est très pertinent. La posture, le rapport de nos médecins, des médecins camerounais et le rapport des médecins étrangers. Le communiqué, je ne suis pas l'avocat du procureur ou quoi que ce soit de l'État, je fais juste une analyse personnelle en tant que citoyen. Je pense que le communiqué vient juste au milieu libérer ce corps. C'est-à-dire qu'on a maintenant tous les éléments, l'expertise locale et l'expertise extérieure. Maintenant, c'est bien après le communiqué final, l'enquête finale, que nous allons commencer maintenant à nous interroger que pourquoi on est même allé, pourquoi on n'a pas pris où est le rapport des médecins et suivez bien le communiqué du procureur qui vient préciser qu'après l'expertise locale, ils ont qui n'a pas été rendu public. Non, c'est bien le communiqué. Le communiqué ne vient pas dire qu'il n'a pas été rendu public. Le communiqué dit ceci. Le communiqué dit ceci. Après une expertise locale, ils ont fait recours à une expertise extérieure. C'est ce qu'ils vous disent, ce qu'ils ont fait. Ils ne vous disent pas que la conclusion du communiqué, c'est qu'ils sont basés sur le rapport de l'expertise locale ou extérieure. Le communiqué ne dit pas ça. Mais le communiqué nous oriente que les dispositions ont été prises, que ce soit avec l'expertise locale ou l'expertise extérieure. Que l'enquête continue son cours. Non. Dans la probable noyade. Tu vas partir. Je chute là. Non. Il y a des choses qu'il faut enlever. Non, il y a des choses qu'il faut enlever. Être défenseur du communiqué ou défenseur de l'État. Je ne défends personne. Je veux avoir la vie d'un citoyen. J'ai la vie d'un citoyen juste pour éclairer nos téléspectateurs. C'est des choses, en principe, lorsqu'on est un analyste froid, qu'on n'a pas besoin de regarder. On a besoin de regarder l'objectivité et la rationalité des choses. L'objectivité ici, c'est quoi? C'est que tout au moins dans ce communiqué, je peux en mettre in fine ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que ça libère en ceci que le procureur Ntamak prend tous les soins tout au long de son communiqué, malgré les éléments objectifs que j'ai déjà dénotés, de dire que les enquêtes se poursuivent, les perquisitions ont été faites, tous les éléments seront fous. Donc ça donne la consistance de comprendre que il y a fait et cause dans la dimension de la poursuite de l'enquête. Mais ça ne nous exclut pas de nous interroger sur les premiers éléments versés. Parce que si on ne s'interroge pas sur ces premiers éléments versés, Monsieur comprenez quelles peuvent avoir les répercussions de nos éléments que nous voulons verser à tort et à travers. À César de chuter, oui, je voulais dire qu'il faudrait qu'on se méfie des éléments. Quelquefois, nous voulons toujours avoir le fake news, c'est-à-dire la primeur de l'info, pouvoir commenter sur une actualité. C'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Parce que nous sommes dans une situation très sensible. Nous sommes à la veille d'une période très charnière de notre pays. On va vivre un très grand mouvement. Ça, on le sait. En 2018. Donc, et ce n'est pas en 2018 que tout va se faire. Ça a commencé depuis hier. Le communiqué ici ne vient pas donner la conclusion. Et
Si une chose est évidente, c'est ce que ressort le communiqué, c'est qu'il y a une noyade. Mais je vous ai tout à l'heure rappelé qu'un médecin légiste nous expliquait qu'il y a deux types de noyades. Oui, il y a la vraie, il y a la fausse. Mais toujours est-il qu'il y aura une noyade à la conclusion. Maintenant, soyons patients de savoir est-ce que c'était une vraie noyade, est-ce que c'était une fausse, est-ce qu'il était assassiné, les qui ont été derrière, qu'est-ce qui a conduit à cet assassinat, il devait quoi à qui, il a fait quoi à qui, les qui l'en voulaient. Tout ça va ressortir. Vous avez même suivi, le gardien a été interpellé, le chauffeur a été interpellé, je ne sais pas s'ils ont été libérés. Il y a tout un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte et qu'on ne devrait pas négliger. Ne courons pas vers les fake news. Ça risque de nous amener très loin. Nous sommes sur un terrain très glissant. Il s'agit de la perte d'un être humain. Dessus quoi, une éminence comme celle-là, un clergé, c'est pas comme un citoyen ordinaire. C'est pas une mort ordinaire. Et la façon dont, ceux qui le connaissent, le témoignage qu'il porte par rapport à ce monsieur, je pense que souffrons d'attendre encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais que les conclusions de cette enquête puissent être de nos grands publics. Tout à fait, comme on dit au quartier, la vérité, le mensonge n'a pas de longue jambe. En attendant de voir le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Je reviens vers vous, M. Etundi, et je posais déjà la question à César Honoré tout à l'heure. N'y a-t-il pas lieu, au-delà de la tragédie, de saluer l'effort fourni par les pouvoirs publics qui rendent publics justement les résultats pour la première fois d'une autopsie? Disons que l'autopsie locale, les résultats n'ont pas été jusqu'à présent donnés. Ça, on le sait. Voilà. Disons que l'État s'est investi dans cette affaire lourdement. Donc ça, personne ne peut le nier. Dès le jour où la voiture a été aperçue sur le pont des Bebda, il y a un mouvement qui a été lancé, qui a été salué et reconnu partout jusqu'à ce que le corps soit retrouvé à 19 km de là. Donc l'État s'est investi. Et ça, personne ne peut. D'ailleurs, l'expertise internationale qui est venue, c'est aussi le déploiement de l'État. Seulement, César va souffrir. Ce n'est pas des fake news. Nous les appelons les faits. Ils sont libres. Les commentaires sont autres. C'est-à-dire que quand un fait est là, comme Kagame disait, que les faits sont têtus. Les faits sont têtus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le premier communiqué du procureur, la substance, c'est mort suspect. Ça, c'est clair. Et personne ne peut discuter, c'est un fait. D'ailleurs, il est conduit d'une légalité, en fait d'une légalité judiciaire. C'est-à-dire que c'est un procureur qui parle. Donc c'est un magistrat qui conduit les tribunaux. Deuxième communiqué, c'est une probable noyade. Sous la base de l'expertise venue d'ailleurs. Donc c'est aussi un fait qui est indéniable. Quand on veut fermer les yeux, c'est un fait. Et ce fait-là, c'est pour ça, et je reviens, j'arrive donc à la question que vous venez de poser, Serge. Oui. Ce fait, et c'est à ce niveau que moi je loue le procureur de la République auprès des tribunaux du centre, Cléber Ntamak, parce qu'il a pris le soin dans ce communiqué que j'ai bien lu, je venais de le fouiller là, je ne le retrouve pas rapidement. Il a pris les soins de préciser que l'enquête judiciaire, ce n'est pas les autopsies. Hein? L'expertise locale a beau donner son autopsie, l'expertise occidentale, mais ce n'est pas l'enquête, ce n'est pas l'enquête judiciaire. Donc il a fait aussi cette précision. Sur ce point, je pense que nous sommes très d'accord. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que c'est des fake news. Non, je parle fake news dans les conclusions. Il n'y a aucune conclusion pour l'instant à la matière. Veut donner des conclusions. Non, il faut dire, et c'est ce que je suis en train de dire. Il faut dire en répondant à sa question que judiciairement, il n'y a aucune conclusion. Il n'y a pas encore de conclusion. Médicalement,
il n'y a aucune conclusion définitive. Il y a des conclusions partielles. La première qui a conduit à la constatation d'une mort suspecte, la seconde qui parle d'une probable noyade. Donc du coup, on sait que l'État s'est investi et a encadré cette affaire, qui est d'ailleurs suivie très bien par l'Église catholique. Je rappelle que Monseigneur Samuel Kleda, qui est le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, doit donner une conférence de presse tout à l'heure, à moins que ce ne soit annulé. Et quand j'entrais, vous parliez de ce volet-là pour se demander est-ce que les évêques vont revenir sur leur première position, qui était une position ferme et catégorique de non-suicide, parce que celle-là n'est pas négociable sur leur communiqué, et une conclusion qui mettait en perspective une probabilité d'assassinat. Donc, tout se joue à ce niveau. Ben, si les gens veulent donner d'autres conclusions, pays donc à donner leurs conclusions. C'est les conclusions peut-être qui ne sont pas ni de l'Église. On va voir celle de l'Église tout à l'heure. Si elle est définitive et péremptoire, je doute qu'elle ne le soit. On a déjà celle du côté judiciaire et du côté des autopsies, où le procureur a tout encadré, donc les choses évoluent. Mais les gens peuvent... Monsieur Toune, comprenez mon intervention. Elle était basée sur 2 points. Il y avait la mutilation. Donc, je voulais préciser que la mutilation, elle était la mutilation de Facebook et des réseaux sociaux. Elle n'était pas la mutilation de l'expertise. Vous l'avez dit, César. Si vous permettez, on va passer au prochain sujet. Nous prenons d'abord une courte respiration avant d'aborder le 3e sujet. Bien, forces armées camerounaises, la redistribution des cartes fait des promus et mécontents. La promotion de 11 colonels au grade de général de brigade suscite des controverses au sein de l'opinion nationale. Et dans le même temps, 6 généraux de division sont rétrogradés en seconde section. Alors, une promotion dans l'armée camerounaise, César, on a envie de se demander, le crayon de Dieu ou la volonté du chef de l'État? Permettez-moi de partager un large sourire avec nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Votre question, elle me fait sourire parce que tout à l'heure vous demandez est-ce la volonté de Dieu ou alors la volonté du chef de l'État? Toujours est-il que Dieu passe par les hommes pour que sa volonté soit manifeste. Bon, maintenant, si elle passe par un homme qu'on appelle le chef de l'État du Cameroun, M. Biya, on ne peut qu'applaudir. Toujours est-il qu'il a été inspiré ou alors il a été conseillé par cet esprit de Dieu, dont toutes les religions le reconnaissent comme être suprême. Donc, je voudrais dire que une promotion, c'est toujours quelque chose de bien qu'il faut célébrer, qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Maintenant, concernant nos forces armées, je suis heureux pour ces familles qui ont vu les leurs promus à ces grades-là, ce prestigieux grade au niveau de notre armée. Je pense que c'est le grade suprême. Donc, nous ne pouvons qu'applaudir. Maintenant, entrer dans les détails de pourquoi et comment, je pense que ça reste la volonté, ça reste d'une volonté discrétionnaire des pouvoirs que donne notre Constitution à notre président. Donc, il peut nommer qu'il veut, il peut regarder qu'il veut, il peut suspendre qu'il veut, mais je pense que si ça entre dans les règles de l'art, ceux qui ont été rétrogradés, je ne pense pas qu'on s'est levé un matin, on a dit toi te regarde. Il y a des faits. Maintenant, ces faits ne peuvent pas être mis auprès de l'opinion publique. Il y en a ceux qui ont été promis, je pense que ça va également dans la même logique. Il y a des faits, il y a des éléments qui amènent un responsable d'entreprise, un président de la nation, un directeur de pouvoir ou un ministre de pouvoir penser que ce collaborateur mérite une promotion ou alors ce collaborateur mérite d'être soit licencié, soit d'être promu, soit d'être rétrogradé. Donc, fais vraiment un commentaire assez. Tout ce que je peux dire, mon commentaire, c'est félicitations et que le travail continue. Nous sommes à une période très délicate. Nous avons nos frontières qui sont maintenues jusqu'aujourd'hui en bon état grâce à la vaillante solidité de nos forces armées et qui sont tenues, il faut le préciser, par la jeunesse. Parce que ceux-là qui combattent au front, ceux-là qui veillent jour et nuit
à ce qu'un seul périmètre de notre territoire ne soit pas franchi par l'ennemi, ce sont des jeunes. Et je dis félicitations à la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise est en train de démontrer de quoi est-ce qu'elle est capable. Bien évidemment, comme l'a souligné, j'aime souvent bien à le citer, nous avons été interpellés le 10 février 2016 par le président de la République. Il dit « J'invite résolument la jeunesse à prendre le destin de la nation en main avec l'encadrement des aînés. » Je pense que ces aînés qui nous encadrent, que ce soit les ministres ou ces généraux, font un très bon encadrement et nous pouvons solliciter qu'ils continuent à faire cet encadrement pour que nous puissions prendre le destin de la nation avec des bonnes personnes, des personnes qu'il faut à leur place. Ok, vous l'avez dit César Honoré, on comprend donc qu'il s'agit en même temps du crayon de Dieu et de la volonté du chef de l'État. À l'attention de nos téléspectateurs qui nous regardent, vous pouvez réagir par SMS au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran, le 695 00 38 42. Monsieur le directeur général, je voudrais revenir vers vous la même question. Une nomination au sein de l'armée camerounaise, volonté du chef de l'État, crayon de Dieu. Comme ça a suscité un rire pour César, la question est bien posée, sauf qu'en réalité, comme je le disais avec le premier sujet, il y a des éléments qui sont objectifs, des faits. Qui parlent d'eux-mêmes. Quand on arrive à ces faits-là, on peut aussi arriver à des actes. Vous savez que le Cameroun a été presque terrorisé, presque, j'ai dit, harcelé, agressé, sur une longueur assez continue. C'est-à-dire que si je prends au moment où nous autres on disait que Boko Haram est en train d'entrer au Cameroun. Personne ne voulait nous écouter. Il faut que je le dise ici. On disait que ces petits aboyeurs-là, qu'est-ce qu'ils racontent? Boko Haram n'est pas... C'est l'affaire du Nigeria. Je le précise ici parce que au Cameroun, on a coutume de falsifier l'histoire. Nous avons agi dans cette situation au moins 9 mois d'affilée, pointant du doigt. Je rappelle d'ailleurs, il y a un moment donné, le ministre de la Communication actuel, Satirouma, qui nous a dit, mais attendez, vous voyez cette affaire d'où? J'ai dit bien 9 mois d'affilée en pointant du doigt qu'il y a danger. Le danger est en train d'arriver, le danger est en train d'arriver. Les informations, les éléments que nous avons, nos sources à l'international, sont des choses claires qui témoignent de ce que il y aura péril en la... Personne n'a écouté. Mais maintenant, quand c'est arrivé, ça a quand même créé le déclic national de mobilisation populaire et d'engagement de l'armée. Et vous avez vu que le chef de l'État, qui d'ailleurs, s'il faut... Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le féliciter. Tout à fait. Parce que c'est ça. C'est Paul Biya qui déclare la guerre à Boko Haram lors du sommet de Paris, sur la surprise d'ailleurs de François Hollande et d'Idriss Déby qui n'en comprend rien, je suis désolé. Là, c'est des choses que je suivais minute après minute et même de manière factuelle. C'est-à-dire que personne ne comprend rien. Hollande s'étonne, Idriss Déby enlève, il veut bien regarder. Il a dit que nous sommes venus ici pour déclarer la guerre à Boko Haram. Et il faut bien regarder sa tournure. Sa tournure, c'est que il ne dit pas que je suis venu ici pour déclarer la guerre à Boko Haram. Il prend tous les... C'est-à-dire, il sait que tous ceux qui sont venus là, Idriss Déby, ils ne sont pas dans la posture d'engager la guerre. Alors, il les engage à leur insu dans cette guerre en utilisant le nous. Nous sommes venus ici pour déclarer la guerre à Boko Haram. Déclaration forte. Alors, ça prend à contre-pied tout le monde. Et vous savez, et ça, il faut aussi le dire, on doit le dire, parce que c'est l'histoire. Nous avons été des enquêteurs, des investigateurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit que quand vous êtes passé ici, c'est Afrique Média. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les réseaux? Dans les réseaux qu'on peut qualifier de mafieux. Dans ces réseaux-là, il a été lourdement dit, nous allons voir par où va passer cette guerre pour réussir. Vous avez vu le déploiement, à un moment donné, Boko Haram, qui a laissé le domaine asymétrie, a
a donc pris la dimension d'une guerre conventionnelle avec des colonnes d'armée qui défilaient. Et c'est là où l'armée camerounaise se fait donc une armée forte. Parce qu'elle est réorganisée d'ailleurs, je ne veux pas revenir sur ces erreurs. C'est là où le général Kodji, par son âme, pour la deuxième fois est promu général par rapport aux actions de terrain. Donc, pour faire court, c'est pour dire qu'en réalité, le Cameroun a été agressé, le Cameroun a été terrorisé pendant une longue période. Et il y a eu des personnes sur ce champ d'action. Hein? Il y a eu des militaires, il y a eu des officiers sur ce champ d'action. Maintenant que la guerre, elle est toujours là, elle est asymétrique avec des kamikazes à certains moments, mais le président de la République, moi je juge normal, en fait, j'apprécie son acte qui est pas opportun, pas opportuniste, mais qui vient à point nommé pour recadrer, en fait, pour redonner, pour une motivation. Parce que la nomination, c'est aussi une motivation, c'est en même temps un acte de reconnaissance et une motivation. Donc aujourd'hui, ceux qui travaillaient, hein, ou ceux qui ne faisaient rien, qui voient ceux qui sont promus et qu'ils faisaient le travail, mais ça va bouger les lignes de l'armée. Et je termine par une chose qui est assez curieuse, parce que quand j'ai fouillé cette information, vous allez permettre que je reparte dans mon registre. Oui, allez-y. Ceux qui sont commis, l'expression, il y a une expression consacrée qu'on leur donne, hein, c'est une mise à la retraite en principe, mais qui a une expression très galante, c'est-à-dire en deuxième section. Voilà, donc ceux-là, les noms, je vais les citer, parce que je conclus par là. Il s'agit du général Samobo Pierre, il s'agit du général Obama Isidore, il s'agit du général Asso Eman, il s'agit du général Angwang Laurent et enfin de Dagang Funasu et Yumba René. Honnêtement, pour moi, c'est des hommes qui ont fait leur preuve dans l'histoire de l'armée camerounaise. Donc, si on les remet en deuxième session, ça ne devrait pas susciter des commentaires. Ce n'est que raison dans le redéploiement de l'armée camerounaise. Je crois que c'est un décret très objectif pour le président de la République. Mais justement, ils sont six. Est-ce qu'il faut dire que c'est une décision courageuse du chef de l'État, envoyer des généraux, ceux qui ont même travaillé avec lui, ses collaborateurs, en deuxième section? Serge, oui. Cette décision, je pense qu'il faut que nous apprenions à cultiver le travail et le repos, l'après-travail. Tout à fait. Ces généraux, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général, M. Etoundi, ils ont bossé, ils ont fait leurs preuves. Pourquoi est-ce que la retraite dans notre vocabulaire camerounais devrait être synonyme de punition? On a encore des aînés qui viennent se réveiller à 2 jours de leur retraite pour pouvoir chercher à torpiller, avoir des rallonges, alors qu'ils ont leur petit-fils qui demande tout simplement à la donner. Non, je pense que le cas de ces généraux, il faut le louer. Je suis sûr que dans leur âme intérieure, ils en avaient besoin. Ils voulaient se reposer. Alors, et maintenant, ils méritent ce repos-là. Cultivons ça dans notre vocabulaire, dans notre langage. Il n'y a pas... C'est-à-dire, en langage simple, c'est qu'il y a 6 généraux qui sont allés en retraite, qui ont pris leur retraite, qui ont bossé et qui vont vivre la fin de leur jour sans rien en vouloir à personne, tranquillement. Ils auront leur pension, ils ont leur salaire. Non, ils n'ont pas de problème. Okay. Le problème, c'est l'opinion publique qui a un problème, qui pense que quand on pose un acte, il faut toujours regarder l'autre. Non. Quand on travaille... Aujourd'hui, hier, j'avais un jour de naissance. Aujourd'hui, je vais dire à l'aube, j'ai avalé des années. Donc, si aujourd'hui je continue à me voir comme hier, j'avais 10 ans, ça veut dire que je n'ai rien compris. Ça veut dire que je ne sais pas où je suis en train d'aller. Non. Donc, je veux compléter quelque chose avec la permission de César. Allez-y. Non, l'opinion, des opinions comme ça, il faut les déconstruire.
même, je veux peut-être puiser aujourd'hui dans le registre de ma soeur Calix Béa, même avec la hache, il faut les déconstruire. Mais attendez, c'est des opinions nocives. C'est des opinions nocives qui ne permettent pas le consensus social, qui ne permettent pas l'émulation. Quand moi je veux juste prendre les 2 nouveaux généraux promis. Il y a Hussein Djibo, il est commandant du Rémia. Ça dit que c'est un commandant. Vous voyez d'où il part pour être colonel. C'est une ascension qui s'appuie probablement et certainement sur le travail, sur l'efficacité du terrain. C'est-à-dire il part du Rémia, il est général et il n'est pas seul, parce que tous ceux qui suivent là, il y a Loubazal, commandant Rémia 2, Béboté, gendarmerie. Donc il faut qu'on apprenne que la récompense en fonction du travail est nécessaire et que le repos après avoir travaillé c'est aussi une chose méritée. Alors, comprenez, c'est des opinions qu'il faut déconstruire. Absolument. Alors monsieur Toundi, pourquoi ces promotions doivent-elles susciter de la controverse au sein de l'opinion nationale? Est-ce à dire qu'il y a des généraux qui ont été promus et qui ne le méritaient pas? Mais attendez. Non, je voudrais appuyer par rapport à l'intervention de monsieur Toundi tout à l'heure. Notre armée a besoin plus que jamais d'une efficacité assez forte. Rien que la présence de ces généraux maintenus là, j'étais hier, influençait et diluait l'efficacité de ces nouveaux qui voulaient juste cette position pour pouvoir faire une démonstration de quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas un conflit d'intergénération comme on a l'habitude de le penser au Cameroun. Non. Et il faudrait qu'on apprenne à respecter les aînés. Et c'est en ce respect qu'on peut même te donner le dernier secret. Que comme je parle, voilà, il faut être obéissant, il faut être travailleur. Ces généraux ont mérité. Maintenant, il fallait une bonne transition entre ces généraux qui maîtrisent certains rouages que les nouveaux ne connaissent pas encore. Maintenant, si c'est fait brutalement, si l'opinion publique vient amplifier qu'on a chassé, on a envoyé à la... Non. C'est une très bonne transition. Et il faudrait qu'on le connaisse dans toutes nos administrations. On ne peut pas continuer à avoir des administrations où on a des PCA, des directeurs 41 ans, 25 ans, 26 ans. C'est pas, alors que la Constitution même ne le permet pas. Non. Et il faudrait qu'on puisse dire aux gens que le poste de général, même le chef de l'État peut même décider de nommer moins que commandant au poste de général, en fonction de son efficacité, en fonction de ses aptitudes. Donc, que les gens ne pensent pas que c'est une mystification. C'est vrai, il faut le dire, l'armée est une muette. Et on ne va pas entrer dans les questions de la muette ici, parce qu'on sait en principe qu'il y a eu un blocage dans cette ascension. Et il faudrait qu'on le dise aussi. Parce que beaucoup de ces hommes en tenue, des officiers de haut rang, se sont plaints à plusieurs reprises. Si tu permets, on a fait près de 20 ans sans aucun général. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, maintenant que ça commence à pleuvoir, mais applaudissons. Ils sont d'ailleurs très jeunes. On a passé des dizaines d'années sans aucun général au Cameroun, comme si... Et ça crée beaucoup de frustration. Mais vivement que cela commence. Quand on envoie le général Semenga à la retraite, mais c'était du venez voir, les gens n'y croyaient pas. Les gens pensaient que non, pourtant c'était quelque chose de normal. Et il a fallu un début. Aujourd'hui, je pense que la suite... Alors César Onero, on a envie de dire que c'est du sang neuf. Vous allez me permettre de lire ce message qui nous vient de Ngaoundéré. Bonjour le panel, j'apprécie la démarche du chef de l'État en mettant progressivement les jeunes à des hauts postes de responsabilité. Il faut absolument intégrer les jeunes dans le processus de l'émergence. Le message est signé Aboubaka Tioma de l'université de Ngaoundéré. Merci. Alors, monsieur Toundi, loin de répondre à l'ascension normale au sein des forces armées camerounaises, ne peut-on pas dire qu'il est question pour le chef de l'État de combler les vides laissés par les disparitions des généraux de division Yakana Paul, Amadiko, Mambou Defo, Tumenta Chonou et tout récemment le général Kodi dans un crash d'hélicoptère. Et vous le dites, ça va de soi. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre qui est essentiel, ce n'est pas seulement combler, parce que le chef de l'État, ces nominations sont discrétionnaires. Il faut d'ailleurs le mettre en droit de ligne. Ça veut dire qu'il pouvait les nommer hier comme il pouvait les nommer aujourd'hui ou même demain.
c'est discrétionnaire. Mais ce qui est le plus important, au-delà de combler ces trous, c'est de dire à l'opinion, que des gens ont travaillé. Moi, le général Assoeman, c'est depuis que je suis petit que j'entends son nom. Donc c'est un monsieur, je prends rien que cet exemple, c'est pour qu'on déconstruise cette affaire, qu'on a envoyé des gens à la retraite, on les a chassés, on a fait ceci, pour qu'on soit cohérent avec le message de ce jeune de Ngaoundéré, de l'université de Ngaoundéré ailleurs, que j'apprécie, parce que si nous voulons une nation qui va vers l'émergence, le projet de l'émergence que j'ai suffisamment parcouru a besoin d'expertise, et des expertises jeunes, et ces expertises dans tous les domaines. Si donc au niveau de l'armée, la promotion vient maintenant, qu'il faut donner, il faut passer le témoin à la jeunesse, il faut tout simplement l'accepter et demander à cette jeunesse qu'elle soit loyale. Parce que c'est l'élément capital. Et qu'elle continue à bosser. C'est l'élément capital de cette affaire. Tout à fait. Que cette jeunesse soit loyale, qu'elle ne pense pas pouvoir céder à un temps soit peu, même 1 centimètre du territoire national. Parce que l'enjeu, c'est à ce niveau. Parce que lui, il parlait de 2018. Moi, je ne vois pas 2018. Moi, je vois l'enjeu du territoire. Le territoire camerounais doit être un indivisible. Et s'il doit être un indivisible, la première force de pointe, c'est l'armée. Lorsqu'il y a tentative, comme on a parlé de Boko Haram, comme d'ailleurs la situation au niveau de l'Est du pays, si on n'avait pas une armée forte là-bas, avec ses réfugiés, avec ses afflux, on serait déjà pratiquement envahi. Donc, la recommandation ici qu'on doit faire à ces jeunes, c'est en même temps d'être en phase avec ceux qui sont allés à la retraite et que ceux-là ne pensent pas que c'est une sanction. Ils ont travaillé, s'ils ont des expertises, ils ont des conseils qui restent en phase avec ces jeunes-là, mais que ces jeunes montrent qu'ils ont été dignes de la confiance du chef de l'État et surtout de la nation pour jouer sur les intérêts de la nation. Bien, merci. Voilà qui est dit. Une jeunesse loyale et dynamique, c'est ce dont le Cameroun a besoin pour son émergence prévue à l'horizon 2035. Il nous reste 15 minutes et nous allons aborder le dernier sujet de ce numéro de Rétromarque. Mais avant cela, une petite respiration. Le dernier sujet, c'est un sport. Crise à la FECAFOOT, la FIFA pour la conciliation. Les réformistes opposés à l'exécutif de la fédération n'accordent pas leur violon pour leur participation à la réunion de réconciliation convoquée le 12 juillet prochain à Conakry par la FIFA. 2 des 5 protagonistes exigent l'ordre du jour avant de se rendre à cette rencontre. Alors, échec de la conciliation d'abord le 8 juin à Zurich, en Allemagne, puis le 5 août au même lieu. Y a-t-il lieu d'espérer le 12 juillet prochain une sortie de crise, César Honoré? Il faut savoir terminer une guerre. Oui. Je suis pour la conciliation, je suis pour... d'ailleurs, j'ai béni à d'autres endroits certaines batailles qui ont failli même me coûter la vie. Il faut savoir mettre un terme à des batailles. Je voudrais tout simplement appeler ici à l'indulgence de nos compatriotes que toute cette bataille ne contribue pas à l'image du Cameroun. Le Cameroun est ce que nous avons en commun, le Cameroun est la chose que nous avons le plus cher, et beaucoup plus le domaine sportif, footballistique reste cette chose qui unit plus les Camerounais, plus que toute autre chose. Donc il est important que ces enfants du même ventre puissent se regarder et que chacun puisse laisser un peu une partie de son orgueil pour l'intérêt général des Camerounais. Oui. Je pense que M. Amadou, je pense que Abdourahmane gagnerait à essayer de baisser un peu la garde. Oui. Et que le camp Tombi fasse autant. Il n'y a rien de plus beau que la paix. Il n'y a rien de plus beau que la réconciliation. Donc tout ce que je souhaite, c'est que les deux parties puissent essayer de céder une partie de leurs revendications et que le football ressorte vainqueur. C'est ce que je peux dire en 2 mots
par rapport à cette chose sportive, parce que c'est la chose qui nous est le plus chère. Tout Camerounais est fan de football. Tout Camerounais est fan de foot. Il faut voir quand nos compatriotes sont dans les stades. Oui. Quelle émoi, quelle émulation, quelle ambiance ça crée au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau... Il faut voir quelle ambiance. Et je vais vous faire une révélation. Le domaine sportif est le premier domaine, même je vais dire, curatif pour un certain nombre de problèmes dans notre société. Ça, je peux vous le dire parce que j'en connais quelque chose. C'est un domaine curatif pour beaucoup de maux dans notre société. Vivement que ces compatriotes se rasseyent et qu'ils fassent la paix. Alors, qu'ils fassent la paix, vous l'avez dit, monsieur Tundi, une réunion prévue le 12 juillet à Conakry, convoquée par la FIFA. On peut s'attendre à une sortie de crise? C'est une situation un peu difficile. D'ailleurs, si on avait le temps, on pourrait remonter l'historique de cette affaire, mais on n'a pas assez de temps. On va seulement s'appuyer sur des éléments récents. Vous savez, la réunion de la CEFAC tenue au Mansell Hotel à Yaoundé dernièrement s'est achevée avec une onde de déception. Parce que lorsqu'un Joseph-Antoine Bell peut sortir d'une salle visiblement déçu, visiblement agacé, parce que en faisant ses propositions dans le sens de cette conciliation-là, du 12 juillet prochain à Conakry, il a été vu comme un traître. On a dit que l'auteur de Vue de Macage a certainement retourné la veste pour travailler avec Tombi Aroko sous la base des pots de vin. Et vous comprenez donc que non seulement ça radicalise les positions, ça jette le flou et l'improbabilité de la conciliation. Parce que cette réunion était quand même une réunion essentielle où, en réalité, il était question pour les anti-Tombi Aroko. De pouvoir s'entendre, parce que c'est comme ça que ça se... Les pro-Tombi Aroko et les anti-Tombi Aroko, de s'entendre. Mais si un des lieutenants anti-Tombi Aroko qui fait des propositions, parce que lui disait qu'il fait des propositions constructives dans le sens de ce que César disait tout à l'heure, c'est-à-dire terminer la guerre, s'il est mal vu et qu'il sort de la salle. Et d'ailleurs, Abdourahmane, je crois que c'est lui, il a donné le ton après, il a dit qu'il ne se rendra pas à Conakry. Alors, vous comprenez que c'est quand même compliqué. Et moi, c'est personnellement, ça c'est mon opinion, c'est une affaire qui m'agace. Parce que voilà une affaire qui, à l'intérieur, a fait tellement de bruit et soulevé des machettes à gauche, à droite, ainsi de suite, des haches, je sais pas, des bagarres où l'État a été trimballé. Et voilà une affaire qui a fait des valses à l'international jusqu'à la FIFA, jusqu'au TAS. Voilà une affaire qui est trimballée maintenant à Conakry et c'est le drapeau du Cameroun qui est... Moi, personnellement, moi, ça m'agace. Et je ne comprends même pas que des choses comme ça puissent perdurer. Je ne sais pas si le gouvernement camerounais n'a pas les moyens de pouvoir prendre ce serpent de mer et de le ramener. Oh non, peut-être que comme c'est déjà avec les instances internationales, ça devient compliqué, mais c'est une affaire qui salit le Cameroun, en termes clairs. C'est pas bien. Parce que si le 12 juillet prochain, il n'y a pas conciliation, on va aller donc vers où? Si les grosse interrogation. Si les deux parties n'acceptent pas de faire la paix des braves, parce que moi je pense que c'est la paix des braves qui est proposée par la FIFA pour que les choses puissent avancer. Tout à fait. Quelle sera la solution? Grosse interrogation une fois de plus. Je voudrais rappeler pour la gouverne des téléspectateurs que les figures de proue de la dissidence au sein de la FECAFOOT sont Joseph-Antoine Bell, Abdourahmane Amadou, Prosper Nkou Mvondor, John Ballock et Dominique Akwe-Epi, qui ne regardent plus justement dans la même direction parce que deux, en l'occurrence Abdourahmane Amadou et Domingo Akwe-Epi, veulent d'abord avoir l'ordre du jour de cette réunion au Cameroun. On sait toujours que l'ordre du jour est donné séance tenante. Non, nous sommes dans un domaine
je dirais, conflictuel. Et quand on parle de domaine conflictuel, il y a la politique qui s'y mêle, il y a les intérêts qui s'y mêlent, il y a même la stratégie qui est à l'ordre du jour. Je pense qu'Abdourahmane est dans une stratégie d'engranger un maximum d'attention et pour mieux amorcer sa négociation. Oui. C'est ce que je peux dire. C'est pas, il a dit qu'il n'ira pas, mais je ne suis pas surpris qu'il y soit. Et c'est dans sa stratégie. Je ne vois pas ça de façon, c'est pas alarmant. Si il est bien ménagé, je pense que c'est pas un souci. Tout ce que nous souhaitons aussi, c'est comme je pense que M. Etouni l'a dit, nous sommes mal à l'aise. Je pense que même les principales concernées sont très très mal à l'aise par rapport à ce problème-là. Non, les 4 généraux que vous avez cités, vous savez, dans une affaire comme celle-là, et nous sommes là, dans une affaire de football, vous savez que quand on livre même un match de football, on voit les forces en présence. Hein? Tout à fait. On joue en fonction des forces en présence. Donc il faut évaluer les forces en présence. Et César venait de dire quelque chose de, ma foi, stratégiquement objectif, c'est que Abdourahmane joue peut-être sur la corde de la négociation, parce qu'on l'a quand même appris avec Michel Crozier. On ne va pas dans la négociation comme c'est les Africains qui vont souvent aux négociations internationales en termes résignés. Donc peut-être stratégiquement il veut prendre une position de force, mais ce que moi je regrette, c'est ce qui se passe entre eux, parce que quand on qualifie de ce qu'on a acheté Bell, on a donné des pots de vin à Bell, on a fait, ça fragilise même leur position. C'est pour ça que je parlais d'équilibre des forces. Parce que à l'intérieur des généraux là, c'est comme s'ils sont déjà fragilisés. Parce qu'un Antoine Bell qui est qualifié, taxé de tous les maux, alors que c'est un des contestateurs, comme vous avez dit. Tout à fait. Ça fait que leur équilibre, leur force est déjà un peu fragilisée et ils peuvent recevoir un coup comme ça là, parce que en défaveur de cause, la FIFA peut aussi décider, en voyant les forces en présence, les volontés des forces en présence, les capacités des forces en présence, les enjeux des forces en présence et les intérêts. Alors, est-ce qu'on peut dire que cela profite au camp adverse, je veux dire le camp de Tombi? Naturellement, ce qui s'est passé avec Joseph-Antoine Bell, Abdourahmane et les autres là, Joseph Kou, c'est naturellement, c'est du lait, c'est du bon lait que le côté de la FECAFOOT a bu la semaine dernière. C'est du très très bon lait. Je pense que, bon, peut-être que je ne veux pas aller vite en besogne, peut-être qu'il y a une stratégie divisée pour mieux régner. Peut-être que pendant que Abdourahmane est catégorique, il veut négocier de manière ferme. Bon, peut-être il y a aussi la fragilisation là. C'est les enjeux, c'est les intérêts qui sont là. Et c'est des gros intérêts. Vous savez que la FIFA, c'est la grosse mafia du monde. Même la FECAFOOT là, on a tout beau dire, c'est la grosse mafia au niveau du Cameroun. Vous savez, l'argent là-bas, c'est du cash. Donc c'est des choses où quand les gens sont là, ils sentent cela, c'est difficile de démordre. Une intervention? Oui, si vous le permettez, Serge. Oui, si vous le permettez, Serge, mon intervention tout à l'heure, vous avez présenté notre fondation. Je voulais faire juste en attendant que le service commercial. Vous allez payer la facture. Donc, je voudrais dire merci et dire que dans le cadre de la situation que vit notre pays et la jeunesse, dans le cadre de notre fondation, comme je l'ai dit tantôt, J'aime le Cameroun, nous organisons du 10 au 12 août un grand forum d'échange entre le gouverneur, parrainé par le gouverneur, et nous avons également le gouverneur comme panéliste à ce forum-là. Ce forum consiste à faire quoi? C'est tout simplement un forum d'échange où la thématique de comment jeunesse, pourquoi et comment aimer sa patrie. Parce que le Cameroun est la seule chose que nous avons en commun et nous devons tout mettre en œuvre pour que ce partage ne souffre de rien. Donc nous organisons ce forum où nous allons échanger avec le gouverneur, avec beaucoup d'autres panélistes qui vont intervenir. Le jeune Elon, Salatiel, et nous avons l'homme en blanc, M. Dieudonné Koum qu'on a invité, on a Ingrid Eyoum, on a le délégué régional de la jeunesse qui vont nous accompagner dans ce processus pour pouvoir partager avec des autres jeunes. Et la primeur
c'est que pour la première fois, nous aurons un gouverneur qui sera en ambiance avec sa jeunesse. Oui. On pourra faire des selfies, et il va nous entraîner sur le patriotisme administratif. C'est ce qui est le plus important. Donc on invite les jeunes à venir à ce forum, à la salle des banquets, essayer de partager. Après, vous passez à la régie pour régler la facture. Merci. Je pense que le gouverneur va supporter toutes les questions et que ce sera ouvert. Hein? Ce sera ouvert, vous êtes invité. Maintenant, je pense que DBS aura les dividendes. Parce que les gens me disent que non, je dis souvent qu'il faut passer. Vous avez bien fait, hein, parce que moi je serais resté quoi. Bon, maintenant que c'est lancé, il faudrait que DBS vive aussi de la fondation, quelque part. Merci pour votre émission. Moi je l'ai pris comme ça. La fondation recherche des mécènes, hein, et des sponsors. Bien, c'est la fin de cette émission. Je vous dis merci pour avoir fait le déplacement et pour avoir édifié nos téléspectateurs. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, Retromac entre dans hangar. Je voudrais remercier les uns les autres pour leur apport à ce numéro de Retromac, en commençant par la partie technique et nos panélistes qui sont venus justement édifier nos téléspectateurs. Retrouvez cette émission en ligne sur www.dbstv.net et la rediffusion c'est dimanche à 10h. Restez en compagnie des programmes de DBS Télévision.